Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette troisième édition de Ventilation Day organisée par Génie Climatique Magazine. Alors, après avoir parlé qualité de l'air intérieur et innovation technologique, qu'en est-il des forces vives sur le terrain? Est-ce que la filière arrive à se structurer? Comment les installateurs peuvent-ils agir pour un air sain dans un bâtiment sain? Et puis comment les accompagner surtout pour gagner en compétences? On en parle tout de suite avec Pascal Housset, président de l'Association française de ventilation, Jeanne Tay, qui est chargée de communication à Qualité ENR, Pierre-Henri Chailloux, directeur marketing chez Ubink, et Bruno Courtois, expert à l'INRS. Bonjour à tous les quatre, rebonjour Pascal. Bonjour. Je le rappelle, si vous nous rejoignez, vous pouvez poser vos questions en direct et Hugues Jens, le secrétaire de l'Association française de ventilation, se fera un plaisir de nous donner vos questions, même en direct. Hugues, n'hésitez pas à nous couper la parole si jamais les questions sont pertinentes et je ne doute pas qu'elles le soient. Pascal Housset, on parlait de cette montée en compétences de la filière tout à l'heure lors de notre premier rendez-vous. Où en est l'état des troupes aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, on va dire que l'état des troupes va, crescendo dans le bon sens, c'est-à-dire que il fallait le temps de mettre en place un certain nombre d'outils liés à la formation. Donc effectivement, je le répète souvent, l'idée n'est pas de réinventer un métier qui existe depuis longtemps, puisque le métier de ventiliste, ça fait des décennies qu'il existe. On le trouve plus précisément sur des très grosses installations de type tertiaire et autres, ce qu'on appelle nous dans notre jargon des gaineux. Donc c'est on va dire des ultra spécialistes déjà de la ventilation, la mise en place de gaines et d'installations de centrales d'air. Alors bien évidemment, là aussi, il y a toujours des choses à améliorer sur la qualité d'air intérieur, notamment sur les mises en service et la maintenance, on pourra en parler, mais c'est surtout dans le diffus, j'ai envie de dire, dans le collectif, un certain nombre d'installations petites et moyennes, on va dire, où là le bas blesse, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'acteurs finalement qui font de la ventilation. On y retrouve bien sûr des plombiers chauffagistes, mais pas que, aussi des électriciens. On va y trouver même parfois des plaquistes dans le cas des maisons neuves, pour mettre des pieuvres de ventilation en place en même temps que les structures de placo et autres. Donc on voit bien une quantité importante d'acteurs en fait sur le terrain. Donc l'idée de l'association, c'est vraiment de ne pas réinventer un métier, mais de faire en sorte que l'entreprise qui fait acte de mettre en œuvre de la ventilation le fasse de la bonne manière. Voilà, ouais. Donc c'est notre mission. Et c'est une belle mission. Bruno Courtois, vous êtes expert à l'INRS. Est-ce que vous sentez au sein de l'INRS un effort qui est fait peut-être depuis le Covid, depuis cette pandémie, sur les systèmes de ventilation? Est-ce que on fait un petit peu plus attention dans les bâtiments ? Alors oui, il est clair que la pandémie de Covid-19 a entraîné au moins un questionnement au niveau des entreprises sur les aspects ventilation. Alors, dire pour l'instant que ça fait réellement bouger les choses, une installation de ventilation, ça ne se modifie pas ou ça ne se refait pas d'une façon simple. Oui, on a un claquement de doigts, effectivement. Donc, je pense que ça a entraîné une certaine prise de conscience de l'importance de la ventilation. Et ce qu'on peut espérer, c'est que dans le futur, les donneurs d'ordre lors de construction de bâtiments ou de rénovation lourde prendront mieux en compte cet aspect de façon à avoir des choses plus performantes et de meilleure qualité de l'air au sein des bâtiments. Oui, forcément, la structuration de la filière passe par une réglementation un petit peu plus marquée. Alors, c'est effectivement un autre aspect. Effectivement, alors dans le cadre, l'INRS, un autre domaine de compétence, c'est la prévention des risques professionnels, et pas du tout l'habitat. Donc, dans disons la partie ventilation dans le code du travail date des années 80, donc aujourd'hui aurait un besoin d'évolution
pour prendre en compte les connaissances, l'évolution des connaissances dans le domaine de la santé, les évolutions techniques également qui ont pu avoir sur les matériels de ventilation, l'amélioration de l'étanchéité des bâtiments, et ainsi de suite. Donc oui, il y a besoin, et il devrait y avoir dans les années qui viennent, une évolution de la partie du Code du travail qui concerne la ventilation, et c'est extrêmement souhaitable. D'après vous, Pierre-Henri Chailloux, pourquoi la ventilation a toujours été un peu oubliée ou mise de côté ? Déjà, la ventilation n'a pas son lot propre dans la construction, et c'est toujours incorporé à un autre lot. C'est ce que vous disiez, Pascal Housset, quand on fait appel à un plaquiste, un électricien, un plombier chauffagiste, voilà. Tout à fait, on en revient sur cette même problématique. Alors clairement, le métier de ventiliste, je ne sais pas s'il est souhaitable, en tout cas, la montée en puissance de la filière de l'installation sur cette problématique-là, elle est cruciale. Elle est cruciale, je dirais qu'elle n'est pas suffisante, parce que un système de ventilation, ça se conçoit aussi. Et le système constructif doit permettre la bonne installation, la bonne mise en œuvre du système ventilation, du caisson aux bouches, mais aussi du réseau qu'on doit arriver à incorporer dans un bâti dans lequel on n'a pas forcément prévu la place de l'incorporer. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Je crois qu'il y a un travail de terrain qui est très important, mais on ne doit pas agir seulement auprès des installateurs, mais on les met souvent en avant sur cette problématique, mais le concepteur est aussi une clé dans le système. Dans la conception, le constructeur de maisons individuelles, puisque c'est plus notre marché, doit prendre en compte dès le départ cette problématique. Mais là-dessus, je vois beaucoup de signaux positifs. Je suis assez optimiste sur le sujet. On est de plus en plus questionné par ces constructeurs de maisons individuelles. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une belle avancée. Il y a, vous le disiez, le neuf, mais il y a aussi la rénovation, et on l'a vu depuis peu, il y a eu une prise de conscience un petit peu boostée par des C2E, notamment sur la ventilation double flux. Jeanne Thé, au sein de Qualité ENR, est-ce que vous avez senti un engouement de la part des installateurs, de la part des professionnels ? On voit que de toute façon, là, il y a un engouement clair pour les qualifications reconnues garants de l'environnement. Nous, on a lancé la Ventilation Plus en juin 2021 pour répondre aux besoins de nos installateurs. On a aujourd'hui plus de 260 entreprises qualifiées. On a reçu plus de 400 dossiers là en quelques mois. Donc c'est énorme. Voilà, le rythme est assez dense. Comment ça se passe, ces formations, ces qualifications ? Alors les qualifications, on fait une demande de qualification. Pour obtenir la qualification, un des critères, c'est de pouvoir déclarer au moins un référent technique, et ce référent technique doit faire preuve de ses compétences, et pour justifier ses compétences, il doit passer par un cycle de formation qui ont été développés en partenariat avec des experts du secteur, souvent des installateurs eux-mêmes. Donc ces formations agréées pour Ventilation Plus, c'est la formation Rénov', et on essaye de lancer des formations plutôt courtes pour répondre aux contraintes des installateurs qui durent entre 2 et 5 jours. Et est-ce que ce sont des installateurs plombiers chauffagistes, ou alors là vous faites encore... On a plusieurs corps. C'est vrai, ouais. Donc ça démontre bien la réalité du terrain. Est-ce que c'est pas par là qu'il faudrait commencer, Pascal Housset, y avoir une vraie formation pour ces ventilistes ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je me réjouis des chiffres de Qualité ENR, puisque Ventil Plus, ça a vraiment été un souhait fort avant même de la création de l'Association française de ventilation. On avait participé effectivement à cette demande de créer en fait cette qualification. Donc c'est très bien qu'elle soit un succès contre toute attente. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, la formation, elle est primordiale. Donc alors j'ai envie de dire les formations, puisque nous ce qu'on souhaite à l'AFV, c'est qu'il y ait de la formation des jeunes, c'est-à-dire des alternants. Aujourd'hui, on a constaté que dans les formations, que ce soit d'ailleurs en génie climatique ou en électricité majoritairement, sur ce des pôles de formation, la ventilation est très peu abordée. Encore moins la qualité d'air intérieur des bâtiments. Donc il est nécessaire qu'on puisse faire un cursus complémentaire. Nous, ce qu'on a proposé, c'est que pour les alternants, ils puissent faire une année complémentaire, mais vraiment une année complète de formation sur la ventilation,
déjà les préceptes de la conception, on en a parlé tout à l'heure, la mise en œuvre, la mise en service, très important, et puis également la maintenance pour poursuivre. Donc ça, c'est un travail qui est fait actuellement. On souhaite rapidement qu'il puisse y avoir dans les CFA des plateformes dédiées à la ventilation qui permettront d'avoir ces cursus vraiment complémentaires aux diplômes déjà existants, allant du CAP jusqu'à d'autres diplômes, voire pourquoi pas jusqu'au BTS ensuite. Ensuite, il y a les qualifications, enfin les formations, si je puis dire, complémentaires pour des salariés qui sont déjà en entreprise. C'est-à-dire, un chef d'entreprise a un référent ventilation, mais qui veut muscler un peu sur le sujet de la ventilation et la bonne compréhension de la qualité d'air intérieur. Dans ce cas-là, il y a des formations spécifiques. On travaille également avec le Caustic, pour citer qu'un exemple, il y en a bien d'autres. On travaille également en partenariat avec des industriels qui ont également des centres de formation qui sont souvent également répartis sur tout le territoire national et qui permettent également de former sur les produits, sur les mises en œuvre, bonne compréhension, mise en service également, c'est important de le souligner. Voilà, donc de la formation au départ, formation des jeunes, mais aussi en formation continue, j'ai envie de dire, parce que c'est un sujet qu'on entend beaucoup actuellement, autant l'utiliser à bon escient dans les entreprises et de pouvoir monter en compétence ces salariés. Donc on ne réinvente pas le métier, mais par contre on va former les gens aux bonnes pratiques, aux bonnes sensibilités et surtout la compréhension de ce qu'est la qualité d'air intérieur. On a parlé sur l'autre table ronde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent on parle de la mise en œuvre, mais pas suffisamment de la finalité. C'est exactement ma question. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur, pour l'instant, on manque de notions, on manque de prise de conscience. Voilà, c'est ça. Alors, la prise de conscience, elle est à tous les étages, j'ai envie de dire. C'est qu'elle est vraie dans les entreprises. C'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire que je pense que les chefs d'entreprise ont bien compris aussi qu'il y a un marché qui est là. On a apporté des chiffres quand même probants de nombre d'installations de ventilation qui ne fonctionnent pas ou qui sont à créer, tout simplement. Je parle rien que pour la rénovation. Donc, bien évidemment, ces rénovations de ventilation, par rapport au propos qui est indiqué tout à l'heure, c'est que ça passera par le couplage avec la rénovation. On parle beaucoup de rénovation énergétique actuellement des bâtiments, mais on estime qu'il n'y a pas de rénovation sans traitement de la qualité d'air et du sujet de la ventilation des bâtiments. Donc c'est ce couplage aussi, on va dire naturel, qui permettra de monter également en puissance les travaux de rénovation autour de la ventilation. Pierre-Henri Chailloux, est-ce que vous faites partie de ces industriels qui accompagnaient les installateurs, les professionnels sur le terrain? Alors bien sûr, Pascal parlait des centres de formation, on aide à monter des plateformes en poussant un peu de matériel et en accompagnant sur les cursus. Mais on a une action de formation qui est très terrain. On se déplace où sont les professionnels sur leur chantier et on les accompagne sur des cas réels d'installation à réaliser. Ce qui peut vous éviter d'avoir des taux d'inconformité comme on en entend parler, où je crois que c'est 50%, c'est ça, des systèmes de ventilation qui sont non conformes. C'est une vraie contre-référence pour vous, j'imagine. Clairement, c'est un pourcentage, c'est une représentation qui est énorme. C'est alors que l'air que l'on respire, on parlait de qualité d'air intérieur, c'est juste crucial. C'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps, sans mauvais jeu de mots. Mais effectivement, la montée en puissance de toute la filière, elle est cruciale pour avoir un taux de 50% qu'on oubliera le plus vite possible. Vous le disiez tout à l'heure, les CMistes, les promoteurs immobiliers ont un petit peu changé leur façon de voir la ventilation. Ouais, je crois qu'il y a un vrai virage qui a démarré aussi avec la progression de la RT 2012. On a une enveloppe du bâtiment qui est de plus en plus étanche et ils ont vu très rapidement que effectivement ces 50% d'installation non conforme posait un vrai problème parce qu'avec une enveloppe plus étanche, on voit plus les problèmes d'humidité, de moisissure que ça peut engendrer. Et ça fait déjà quelques années qu'on a un questionnement beaucoup plus récurrent chez ces constructeurs qui s'intéressaient peu jusque-là aux lots ventilation. Et avec ces constructeurs de maisons individuelles, bien sûr leurs partenaires installateurs qui se questionnent de plus en plus sur ces problématiques. Bruno Courtois, quand vous entendez un discours comme ça, c'est rassurant, non? Ça veut dire que peut-être
peut-être les décideurs, ceux qui vont construire les futurs bâtiments, que ce soit résidentiels mais également tertiaires, vont avoir cette perception d'une meilleure ventilation, d'une meilleure qualité de l'air intérieur? On peut effectivement l'espérer, le souhaiter, qui est déjà... je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il peut y avoir effectivement, comme je l'ai évoqué auparavant, l'évolution de la réglementation qui peut faire bouger les choses, la prise de conscience des donneurs d'ordre et des concepteurs de bâtiments, mais il faut également, comme ça a déjà été évoqué, qu'il y ait une montée en compétences et des compétences suffisantes des installateurs et de tous les acteurs. Et est-ce que c'est si compliqué de faire de la bonne ventilation? Est-ce que c'est un dossier si difficile à maîtriser? Moi je prends souvent le parallèle qui a été notre leitmotiv de modèle du gaz. Aujourd'hui, je prends l'exemple des installations gaz, c'est moins de 5% de taux d'anomalie national. On était parti de très loin, il y a plusieurs décennies. Alors bien sûr, il y avait une sensibilité sécurité des installations, mais j'ai envie de dire, on est aussi, on parle de la sécurité santé en fait, des occupants, des bâtiments, donc il y a un vrai parallèle tout de même. Et on a vu que les actions que nous avons menées, qui sont finalement bien connues des installateurs, par le biais d'Habitat+, PG, etc., ont plutôt bien fonctionné. Et j'ai envie de dire, je refais un autre parallèle, en fait, le travail qui a été fait notamment avec l'AFPAC pour les pompes à chaleur, on l'a fait aussi dans cet esprit-là. C'est de pouvoir accompagner les entreprises, et c'est un travail de filière pour que ça fonctionne, et la réussite ne sera qu'une réussite filière. Ça a bien été dit tout à l'heure, c'est que à partir du moment où l'ensemble des acteurs de la filière sont dans cette démarche qualité, c'est-à-dire qu'il y a un maître mot, c'est la qualité des installations, et que nous avançons ensemble, on y arrive. Voilà. Et je pense qu'on est... Alors déjà, on a réduit, puisque il y a 3 ans encore, on était à 70% de taux d'anomalie. Oui. On est passé à 50% en 3 ans. Voilà. On a encore du chemin à faire, j'en conviens. Le chemin est long, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. À l'AFV, en tout cas, nous sommes confiants, parce qu'on va dérouler un plan d'action qui nous permettrait d'arriver à obtenir. Après, on nous jugera sur pièce d'ici 2-3 ans de voir un peu l'évolution. Mais il y a une vraie volonté, en tout cas, une volonté en plus de l'ensemble des acteurs. Donc tout le monde a plutôt intérêt à ce que ça fonctionne. Donc on l'a vu, formation, qualification, accompagnement des industriels, des distributeurs, parce qu'ils ont leur rôle aussi à jouer, les distributeurs. Un travail d'échange aussi et de relation avec les concepteurs. Les constructeurs, on l'a vu, je parlais de Pôle Habitat tout à l'heure, qui effectivement a changé complètement également sa vision en termes d'offres vis-à-vis des clients finaux, où ils sont conscients que le confort et la qualité de l'intérieur des bâtiments, c'est quelque chose qui est une valeur ajoutée mais normale, on va dire, ça doit pas être quelque chose d'exceptionnel d'avoir une livraison d'une maison. Souvent c'est un projet de vie, une maison neuve, donc ça doit être quelque chose qui doit être réussi. Et pour ça, voilà, donc un engagement fort de l'ensemble des acteurs, et c'est comme ça qu'on va réussir à faire avancer et avoir des résultats probants. Oui, pour les internautes qui nous ont rejoints à cette deuxième webconférence, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'Association française de ventilation? Qui y a-t-il dans cette association? Alors, l'Association française de ventilation, en fait, c'est une initiative collégiale, on va dire, d'organisation professionnelle. Donc, on y retrouve donc les installateurs de la CAPEM, donc qui est représenté, les entreprises de l'UMGCCP, donc FFB, alors des gens du génie climatique, mais pas que, puisqu'on a aussi nos électriciens de la FFIE qui sont représentés par notre biais. Nous avons le SINASAF pour tout ce qui est la partie maintenance des installations. Et puis, nous avons FEDEN, SNEFCA aussi pour le volet maintenance, SNEFCA un peu plus pour le volet plutôt froid, mais ils ont aussi des centrales de traitement d'air, des installations qui sont liées à la ventilation et à la qualité d'air intérieur du bâtiment. Uniclimat, on parlait des industriels, donc bien sûr qui représentent la plus grande partie des industriels.
des industriels indépendants aussi, et puis la FNAS qui est les réseaux de distributeurs que l'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà, donc tout ce petit monde, finalement, c'est vraiment la filière qui travaille, et ce qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle des GT. On a des groupes de travail dédiés, formation, cellules économiques, réglementaires, voilà. Donc tous ces GT sont formés. On a un calendrier qui est lancé sur l'année 2022, donc 2021-2022, et ça va permettre de pouvoir faire avancer, voilà, et puis pouvoir vous en dire plus au fil du temps. Le rendez-vous est pris pour les prochaines actualités. Jeanne Thay, comment un organisme de qualification tel que Quali-TENR peut accompagner la filière pour qu'elle se muscle dans les domaines de ventilation et de qualité d'air? On travaille intérieur. en étroite collaboration avec la filière qui nous fait pas mal de remontées de terrain sur les besoins et les attentes des installateurs. Enfin, si on a créé Ventilation Plus, c'est à la demande de la filière pour répondre à leurs besoins. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour obtenir une qualification, il faut obligatoirement déclarer un référent technique qui a suivi une formation. Ces formations, elles ont des compétences techniques, mais aussi avec des plateaux techniques, voilà, je me répète, mais aussi plus théoriques. D'accord. Il a fallu vous équiper, alors j'imagine, quand vous parlez de plateaux techniques. Non, parce que nous, on monte avec les installateurs, les fabricants, etc., des référentiels de formation que des organismes de formation agréés Quali-TENR vont délivrer en fait à nos installateurs partout en France. D'accord. Mais au-delà de la formation, il y a aussi tout ce qui est contrôle des réalisations, des audits. Une entreprise qui est qualifiée au bout de dans ses 24 premiers mois doit avoir un contrôle de réalisation. Donc les auditeurs mandatés vont aller sur le terrain, contrôler les installations, voir avec eux. On met à disposition de nos installateurs des fiches d'autocontrôle. Donc c'est des fiches qui reprennent tous les points importants et qu'il ne faut pas négliger pour ne pas avoir d'écart lors d'un audit. Donc on invite vraiment les installateurs à utiliser ces fiches en dehors des audits pour à chaque installation vérifier que toutes les cases sont bien cochées pour garantir une qualité d'installation. Et si nos auditeurs sur place terrain constatent des petits écarts, ça permet de les corriger tout de suite en disant on vous rappelle que ça c'est obligatoire, c'est en vigueur, etc. Donc ça permet d'éviter les oublis et de recommencer. Et si on constate des plus gros écarts, les auditeurs vont nous le remonter. Donc on va inciter les professionnels, voire obliger les professionnels à retourner en formation, au risque sinon de se voir retirer la qualification, puisqu'ils n'installent pas dans les règles de l'art, et ça c'est une obligation est très importante pour Quali-TENR. Et aussi on fait, donc on a des rapports d'audit nous tout le temps. Donc tous les ans, on constate les écarts récurrents, et si on voit qu'il y a des écarts qui sont vraiment qui reviennent perpétuellement, on va travailler avec les organismes de formation sur les référentiels pour insister sur certains points qui deviennent nécessaires, puisqu'on voit qu'il y a certaines négligences ou besoins à certains points. Vous avez déjà eu un premier retour sur les formations Ventilation, voilà. Non, c'est trop tôt. C'est trop frais encore, c'est tout neuf. Est-ce que ce contrôle ne va pas effrayer certains installateurs qui en ont un petit peu marre d'être toujours audités? Parce que pour en rencontrer un certain nombre, voilà, parfois ils sont un petit peu fatigués de toujours devoir justifier de leur... En vrai, ils sont pas tant audités que ça, parce que dans le processus de qualification, vous devez justifier, vous devez réaliser un audit au cours des 24 premiers mois de la qualification, qui est sur un cycle de 4 ans. Donc en fait, ils vont devoir nous déclarer des références chantiers qui ont été réalisées dans les 4 années précédant la demande de qualification et qui doivent être terminées, évidemment. Et ils vont être audités. Si tout est parfait, j'ai envie de dire, utilisez vos fiches d'autocontrôle, assurez-vous de faire les choses correctement, et ils ne seront pas audités plus. Par contre, il y a des écarts, on va devoir lever les écarts et revenir contrôler. Oui, finalement, ça paraît normal pour assurer, encore une fois, des bons systèmes de ventilation. Il y a dans le neuf également une nouveauté avec cette RE 2020 qui entre en application en janvier 2022, avec cette validation, cette vérification à réception des systèmes de ventilation. C'est une bonne chose, Pierre-Henri Chailloux? Alors oui, c'est une bonne chose. Le contrôle à réception, ça va forcément dans le sens de l'histoire et puis des bonnes pratiques, de pousser aux bonnes pratiques. Je crois que ça démontre aussi que la réglementation, même si elle est peut-être pas encore assez forte sur le sujet,
nous accompagne aussi dans cette démarche de montée en puissance de toute la filière. On a besoin de la formation et on en a besoin à plusieurs niveaux, des installateurs, on en parle là, des concepteurs, on l'a évoqué. La réglementation nous aide aussi à aller vers cette démarche-là, ils y sont forcément sensibles, mais ce que je vous disais tout à l'heure, on a déjà vu des premiers pas se faire grâce à la RT 2012. Et je crois qu'il y a une certaine continuité et on voit ça dans une démarche extrêmement positive. Clairement. Donc la prochaine réglementation après la RE 2020, elle sera parfaite, c'est ça? C'est un bon vœu. Qui se fait taper sur les doigts si ce contrôle à réception est mauvais? Est-ce que c'est l'installateur? Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est vous, industriel, parce que votre matériel n'est pas compétent? Comment ça se passe? Je crois que celui qui va être encore au centre des débats, ça risque d'être l'installateur. C'est lui qui est le dernier acteur sur cette démarche de mise en œuvre. Mais notre rôle, c'est justement d'éviter qu'il se fasse taper sur les doigts et on est là pour l'accompagner effectivement dans la démarche. Les installateurs, Pascal Housset, comment ils accueillent cette nouveauté de la RE 2020 de contrôle à réception des systèmes de ventilation? En fait, les contrôles, ils étaient déjà faits, mais pas suffisamment, enfin, il n'allait pas suffisamment loin. Alors, cette RE 2020 et cette nouvelle définition des réceptions de travaux va un petit peu plus loin, à notre avis, côté AFV, pas suffisamment. On aurait aimé quelque chose de plus complet, et justement, quelque chose qui ne soit pas une contrainte pour l'entreprise, mais plutôt gérer une tranquillité de s'assurer que c'est bien réceptionné, que tout est véritablement OK, parce que là, finalement, on réceptionne, on atteste que y a bien des tests qui ont été faits. Maintenant, s'ils sont bons ou ils sont mauvais, finalement, on réceptionne quand même. Pour faire court, c'est ça. Bon, donc ça veut dire que derrière, on laisse une porte ouverte quand même, parce que derrière, il y a des anomalies, voire une sinistralité, où effectivement, ça a été dit, c'est toujours l'entreprise qui est au cœur du sujet lorsqu'il y a une recherche en sinistralité. D'ailleurs, ça nous est confirmé par les assureurs, hein, c'est bien ce qu'ils nous disent, parce qu'ils suivent ce dossier aussi de très près des travaux que nous menons à l'association. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir une réception et aussi une mise en service de l'installation qui soit faite de bonne manière. Parce que la réception, c'est une chose, mais on insiste sur la mise en service. Parce que faut jamais oublier qu'entre une installation et le volet maintenance, souvent c'est pas les mêmes entreprises, il y a une passation de l'installation et cette mise en service, elle est hyper importante. Alors, elle peut se faire, d'ailleurs, souvent elle se fait de bonne manière avec l'industriel partenaire sur l'opération qui a été réalisée. Ça permet aussi d'attester que voilà, on a tous les critères requis du constructeur selon les préconisations du constructeur sont bien respectées, que les règles de l'art sont respectées, et ensuite le relais la passation peut se faire au volet maintenance de bonne manière. Donc on insiste beaucoup sur cette mise en service, ça nous semble très important pour que les mainteneurs puissent récupérer, si je puis dire, une installation de bonne qualité pour pouvoir l'entretenir à la suite. Jusqu'à maintenant, la mise en service était pas bien réalisée ou... Alors, elles sont plus ou moins bien réalisées parce qu'elles ne rentrent pas véritablement dans le schéma de réception finalement. Alors, après, c'est vraiment au cas par cas en fonction, je parle sous contrôle des industriels, mais on voit bien que c'est pas encore tout à fait toujours au point. Donc ça, on souhaite véritablement insister sur ça. Et je reviens sur ce que disait Qualité NR tout à l'heure pour les fiches ou sur les audits, hein, de dire qu'effectivement, est-ce qu'on ne voit pas comme un moyen de contrainte, de taper sur la tête des entreprises? Je pense qu'il faut le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un formidable outil pédagogique. Je prends l'exemple où on a de la volumétrie, hein, je fais le parallèle avec les pompes à chaleur, on voit bien qu'il y a eu, aujourd'hui c'est plus de 10 000 entreprises Qualipac. Eh bien, là aussi il y a des fiches qualité, hein, il y a des fiches d'autocontrôle qui sont faites, comme on l'a fait d'ailleurs pour les chaudières à gaz, je fais toujours le même parallèle avec la base des chaudières. Il faut vraiment qu'on encourage les entreprises, et on le fait au travers de nos organisations professionnelles, vraiment au sens large, vis-à-vis des entreprises, pour vraiment les amener à utiliser davantage ces fiches, que leur personnel sur le terrain, que les équipes chantiers les utilisent, pour pouvoir justement corriger, de dire je n'oublie rien, il y a une checklist. Je prends toujours le parallèle quand vous prenez l'avion, il y a une checklist. Faisons comme un pilote de l'avion, là le pilote de l'avion c'est le gars sur le chantier, il a sa checklist, il s'assure qu'il n'a rien oublié, et on est garant derrière d'avoir
sur un chantier où tout a été pensé et il y a moins de soucis. Donc pas une contrainte, non, un formidable outil d'amélioration et de performance et de satisfaction du client, la finalité. Donc c'est aussi un levier commercial pour l'entreprise de dire je fais du bon boulot et je le justifie parce que je le vérifie, je le contrôle. Et l'occupant sera bien dans son bâtiment. Tout à fait. Bruno Courtois, vous disiez tout à l'heure que la réglementation est assez vieillissante, 82 si je ne dis pas de bêtises sur la ventilation. Le Code du travail oblige dans les bâtiments tertiaires à des débits assez différents en fonction des rôles des occupants. C'est pas un petit peu trop compliqué pour l'installateur, pour le mainteneur, comment on pourrait faire en sorte de changer ça et de l'améliorer, toujours en vue d'une meilleure qualité d'air dans les bâtiments? Compliqué, je ne pense pas que ça soit si compliqué que ça, c'est en fonction de la nature des locaux, et quand on est dans des locaux tertiaires, c'est relativement simple, puisque on a des débits qui sont actuellement assez cadrés, qui sont probablement aujourd'hui trop faible par rapport à ce que l'on sait des débits, par exemple, de CO2 qui sont émis par les personnes. Voilà. Donc... Est-ce qu'il faudrait qu'elle change cette réglementation? Est-ce que le Code du travail doit un peu bouger ses débits? Oui, on l'a déjà évoqué. Effectivement, à notre avis, il y a un besoin d'évolution de cette réglementation sur les débits de ventilation qui aujourd'hui sont trop faibles par rapport à ce que, comme je le disais, ce qu'on sait des émissions de CO2, de rejet de vapeur d'eau des personnes. On a en France les débits de ventilation dans les locaux tertiaires qui sont définis par le Code du travail, qui sont pratiquement dans les plus faibles d'Europe. Voilà, donc oui, il y a un besoin d'évolution. On a parlé de la réception des installations. Là, c'est pareil. Actuellement, le Code du travail oblige à des contrôles annuels des installations de ventilation pour vérifier qu'elles gardent bien leur performance. Mais souvent, il n'y a aucune valeur de référence qui est prise, qui est mesuré ou défini à la réception de l'installation. Donc ce qui pose des problèmes derrière. Les entreprises qui vont faire les contrôles n'ont pas de valeur de référence. Donc ça réduit l'intérêt de ces contrôles. Ça semble quand même assez compliqué, je trouve, à respecter les débits du Code de travail, la réglementation, les nouveaux équipements, choisir entre une CTA ou une autre. Comment on arrive, quand on a envie de s'engager dans cette voie de la ventilation et d'un air sain, dans un bâtiment sain, comment on arrive à tout déchiffrer, à comprendre le sujet? Déjà, ce qui est important de dire par rapport à cette réglementation de 82, on voit bien effectivement le grand écart. On est sur une réglementation thermique 2020 et on parle d'une réglementation de ventilation de 1982. Donc déjà, ça pose question, déjà rien qu'une question de chronologie de date. Donc effectivement, nous à l'AFV, on souhaite fortement qu'il y ait une révision de cette réglementation 82. Alors, on ne dit pas qu'il faut tout mettre, il faut tout jeter, mais il faut la revoir. Il faut la revoir en profondeur. Est-ce que ça faciliterait sur le terrain le travail des ventilistes? On va les appeler comme ça. On serait plus en adaptation avec les usages, et ça a été bien dit justement. On voit que les usages évoluent. Donc on n'a plus les usages que nous avions en 82. Donc effectivement, on peut parler des débits d'air, on peut parler des usages. On voit bien que souvent en habitat, le problème de qualité d'air aujourd'hui, c'est souvent dans les chambres, où finalement on a une ventilation qui a été pensée surtout pour extraire l'humidité des pièces sanitaires et autres. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus. Il faut qu'on aille un peu plus loin, mais ça doit se faire. Il faut prendre le temps de poser le sujet, de le regarder. Ça, c'est l'aspect réglementaire. Après, dans la conception,
Là aussi, c'est un travail collaboratif avec les concepteurs, c'est-à-dire les bureaux d'études qui travaillent sur ces sujets-là, qui déterminent les cahiers des charges que retrouvent nos chefs d'entreprise sur la table. Donc effectivement, il faut que le lot soit revalorisé à juste titre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Avec des produits adaptés, avec une conception et une projection de mise en œuvre. Alors le BIM va commencer à nous y aider, en tout cas à l'implantation de la ventilation. Mais voilà, faut aller encore plus loin dans l'accélération sur ce sujet-là. On l'a vu, il y a quand même un changement d'approche des constructeurs, que ce soit en maison individuelle ou même dans le collectif neuf. Donc c'est encore une fois un travail de filière pour monter en compétence, oui, mais il faut le valoriser. C'est-à-dire que si on monte en compétence nos chefs d'entreprise et leurs salariés dans les entreprises d'exécution, et également les mainteneurs, mais qu'il n'y a pas une valorisation des installations et que ça reste toujours le curseur économique d'un chantier, ça ne marchera pas. Donc ça doit passer aussi par une bonne valorisation de cette prestation. Vous la sentez, cette bonne valorisation, cette revalorisation des systèmes de ventilation ? Est-ce qu'enfin les promoteurs mettent un petit peu plus ? Alors de plus en plus, et puis on parlait du bilan économique de l'opération. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde a bien conscience du coût d'une non-qualité sur cette partie ventilation. Bien souvent, il aurait suffi d'investir un tout petit peu plus dans le lot ventilation pour éviter des litiges, des désagréments qui deviennent très coûteux. Oui, mais qui arrivent suffisamment loin dans le temps pour qu'on n'ait pas l'envie immédiate d'agir. Justement, avec la RT 2012, on les a vus arriver très tôt en fait, dans l'acte de construire, et parfois même à la livraison du logement. Est-ce que vous pensez qu'avec la RE 2020, ce sera différent ? Non, je pense que la mécanique est enclenchée. Les choses sont bonnes, et c'est vrai qu'on a une réglementation qui est assez fournie, parfois difficile à lire. Ça fait partie aussi de notre rôle industriel de mettre à disposition de la filière, et notamment des installateurs, mais aussi des concepteurs, des outils, des guides de choix, des guides pratiques, des vidéos tutoriels pour expliquer les choses. Et les fiches d'autocontrôle dont on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est pas un outil de flicage, mais c'est au contraire pour arriver à la réception en ayant une installation dont on est sûr et qui devient fiable et qui reste fiable dans le temps. Avant que peut-être on passe aux questions avec Hugues Jens qui a noté toutes les questions de nos internautes, finalement c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais ventiliste ? Est-ce qu'il y a une réponse à ça ? Ça me fait penser au sketch des bons et des mauvais chasseurs. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Finalement, c'est pas qu'il y a des mauvaises ou des bonnes entreprises qui font avec je pense qu'il y a souvent le côté, il faut aller vite. Il y a la notion de temps. On a des chantiers aujourd'hui où la notion de temps, il faut toujours aller plus vite que la musique, comme on dit. Il faut laisser du temps au temps. Il faut que les choses, pour qu'elles se fassent de bonne manière, il faut laisser du temps aux entreprises aussi qu'elles puissent le faire de bonne façon. Donc ça c'est important, le choix des matériaux, on l'a dit tout à l'heure. Donc à partir du moment où on aura les bonnes formations, les bons outils, les bons produits, un planning où on a mis en place, je dirais, le temps qu'il faut nécessaire pour le faire de bonne façon, le chantier se passera bien. Et les entreprises, il n'y a pas d'entreprises qui ont une volonté de mal faire. En fait, souvent elles sont prises par le temps. Alors c'est pas pour ça que c'est une excuse, mais c'est aussi un travail en amont. C'est pour ça que la notion de filière elle est importante. C'est l'ensemble des acteurs doivent comprendre qu'il faut mettre en place les bonnes pratiques et il faut laisser le temps aux bonnes pratiques aussi. C'est important de le souligner. Vous parliez aussi de la maintenance. Est-ce qu'il y a une formation spéciale pour la maintenance de systèmes de ventilation ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Oui, alors ça existe. D'ailleurs, le CINASAV avait même pris pas mal d'avance sur le sujet, puisqu'ils sont déjà intégrés un certain nombre de formations qui sont proposées. Ça va s'accélérer. Il y aura encore, on l'a dit tout à l'heure, d'autres plateformes, etc., des partenariats avec des industriels. Donc il y a véritablement là aussi je dirais des choses qui sont très engagées et qui vont s'accélérer maintenant pour avoir vraiment des équipes de maintenance dédiées et c'est des sujets qu'on va continuer à développer notamment avec nos amis du CINASAV. Pierre Chailloux, le bon, le mauvais ventiliste,
Comment on fait pour être un bon ventiliste? Je crois qu'il y a des entreprises qui sont surtout plus ou moins sensibilisées à la question de la ventilation. Et on les retrouve aussi parfois chez Qualité ENR. Ouais. Tout à fait. Et c'est eux qu'on essaye de faire monter en puissance le plus possible. Mais il y a plus une question de sensibilité qu'une question d'éveil. Effectivement, il n'y a pas d'entreprise qui prend un chantier en se disant je vais mal le faire. Ça n'existe pas. Et il y a la question du temps, il y a la question aussi du bâti qui doit permettre de bien faire. Le système constructif doit permettre d'installer correctement un système de ventilation. Ce qui est peut-être plus facile dans le neuf qu'en rénovation? Alors oui, c'est plus challengeant en rénovation, bien évidemment. Je parle pour la partie réseau où une bouche de ventilation va être assez facile à changer. Le réseau, ça peut être un petit peu plus challengeant quand il fait partie du bâti. Pour autant, une gaine qui est écrasée au milieu de son parcours, si on la change pas, on aura beau changer la bouche, on aura beau changer le caisson de ventilation, le résultat restera à peu près le même. Hugues Hedgens, est-ce que vous avez relevé quelques questions de nos internautes durant ces échanges? Oui, bonjour. On a effectivement des questions, des remarques. Peut-être qu'on peut essayer de regrouper. J'ai 3 thèmes peut-être. Allez-y. Le premier, ce serait la reconnaissance de la spécialité d'installateur de systèmes de ventilation. Il y a une question qui ouvre un peu le débat autour de l'Europe, et puis une question un peu plus précise sur Qualité ENR. Donc sur le premier thème, peut-être les freins à la reconnaissance de la spécialité. On a Laurent, par exemple, qui nous dit: en rénovation dans l'habitat, les réseaux de ventilation sont souvent dans les combles. Comment motiver les salariés pour aller travailler dans la laine de verre, dans les flocons isolants à 1 euro, dans des espaces confinés? On sent un petit peu la petite pointe là sur l'isolation à 1 euro. Mais merci Laurent pour la question. Il y a une question qu'on peut regrouper peut-être avec, c'est Laurent, le même, je crois, donc qui nous dit: il n'y a pas de code ROM Pôle emploi pour le poste de ventiliste. Nous sommes rattachés à un code de climatisation avec manipulation des fluides frigorigènes. Ce n'est pas en rapport avec nos besoins. C'est un premier gros frein au recrutement. Pouvez-vous lever ce frein? Donc là, une question précise. Peut-être Pascal Housset, est-ce que vous êtes en discussion avec Pôle emploi pour faire évoluer les choses? Sur le premier sujet, quand même une réaction. Effectivement, sur les gaines de ventilation qui passent dans les combles. Donc effectivement, Laurent a raison de le souligner, c'est que même souvent, un système de ventilation qui fonctionnait bien au préalable, lorsque la mise en place de l'isolation dans les combles a été faite de bonne manière, en protégeant ce qu'il faut protéger, on n'a pas de problématique sur la ventilation si elle était fonctionnelle au préalable. Par contre, effectivement, malheureusement, trop souvent, avec ces offres dites à 1 euro, on retrouve des gaines écrasées, etc. Et là, effectivement, faut refaire. Donc, effectivement, situation pas très agréable de travail pour les salariés. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en disant rénovation, ventilation. C'est-à-dire que le travail de nos organisations professionnelles aujourd'hui, c'est de sensibiliser l'ensemble des corps d'État. Donc on le fait, nous, à l'UMCP, avec nos amis électriciens, les gens de l'isolation, les gens de la fenêtre également. Parce que combien de fois les fenêtres sont changées, et puis on ne s'inquiète pas de savoir s'il faut remettre des réglettes de prise d'air sur les fenêtres ou pas. Donc on a tendance à faire ce qu'on appelle des boîtes, des thermos ou des boîtes tupperware. Donc il faut effectivement sensibiliser l'ensemble de ces acteurs. Rénovation, il faut que la ventilation soit abordée, ou au moins dans le questionnement. Après, sur comment on peut effectivement, dans l'appellation en fait des pros de la ventilation, on verra, et ça c'est un sujet qu'on a en débat entre organisations professionnelles, voir l'évolution qu'on va lui donner. On fonctionne par étapes, dans le respect je dirais, chacune des déontologies de chaque organisation professionnelle et vision des choses. C'est important. Donc on a fait un premier pas avec Ventile Plus, avec Qualité ENR, de manière collégiale, donc on peut s'en féliciter. Donc on va voir maintenant sur la formation, sur comment on détermine nos professions dans l'évolution. Ça fait partie du chantier qui est en cours, bien évidemment, et des échanges que nous avons à l'association avec l'ensemble des acteurs. Donc 2022 sera une année riche pour l'AFV. Est-ce que chez Qualité ENR, quand vous faites cette qualification Ventilation Plus, vous avez installé des combles avec une isolation
à 1 euro pour que les installateurs prennent. C'est pas dans le champ de notre qualification, le comble. L'énergie renouvelable et. Mais comment on peut répondre à ces problématiques? J'imagine que chez Ubink vous les avez forcément également. On les rencontre avec nos partenaires installateurs. Malheureusement, il faut y aller. Je crois qu'il faut aussi revaloriser ce métier, cette intervention sur la ventilation. C'est encore une fois l'air que l'on respire au quotidien. Et puis encore penser l'eau globale, quoi, pas laisser la ventilation de côté. On parle des réglettes d'entrée d'air, c'est quelque chose d'assez classique de les oublier quand on change les menuiseries. Il y a aussi le détalonnage des portes qui va avec. Et puis, la ventilation, c'est un vrai système. De la bouche, le conduit, le réseau de prise d'air et de rejet en toiture avec son terminal, le caisson de ventilation. Tous ces éléments interagissent ensemble et on ne peut pas les dissocier clairement. D'autres questions, Hugues, peut-être ? Oui, Anne-Sophie, donc du coup sur le deuxième, alors on a des questions qui continuent d'arriver pendant parfait. que vous discutiez, donc on en aura, je pourrais aborder d'autres sujets que les 3 thèmes. On reste jusqu'à minuit, c'est ça. Mais on va revenir peut-être sur le tertiaire avec donc Bruno Courtois nous disait tout à l'heure, la France a les débits les plus faibles d'Europe. On a une question attendez que je la retrouve. Hop, j'y suis presque. Allez-y. Oui, c'est vrai, ça. La France est le mauvais élève du débit. Question de Stine, on a tendance à discuter de la qualité d'air intérieur dans les silos nationaux. Y a-t-il des leçons à tirer d'autres pays? Quel rôle pour les initiatives et réglementations européennes? Est-ce qu'il y a des réglementations européennes qui sont en réflexion, Bruno Courtois? Pas à ma connaissance, sur ces aspects qui sont des débits de ventilation qui sont quand même importants, mais assez techniques, j'ai pas connaissance qu'il y ait de réglementations qui sont en discussion au niveau européen. Ça reste de la compétence de chaque pays. La bonne nouvelle, je crois, c'est que quand même en France, on commence à imaginer une modification du Code du travail. Oui, comme je l'ai dit, effectivement, il y a en projet effectivement une révision de cette réglementation qui, comme on l'a dit, date des années 80, donc est fort ancienne et n'a pas évolué en parallèle d'autres aspects des bâtiments. Oui, et c'est important, voilà. Pascal Housset, est-ce qu'il faut penser Europe pour améliorer les systèmes de ventilation? Tout à fait. Donc d'ailleurs, à ce sujet, nous avons une collaboration, une approche avec l'AICVF. Qui a effectivement travaillé, ils ont un livre blanc, il y a un observatoire qui a été fait avec une vision européenne, donc très intéressante, et donc on va travailler avec eux justement en prenant, je dirais vraiment le modèle de ce qui a été fait en Europe, en tout cas de l'analyser, de voir effectivement l'adaptabilité ou pas sur nos bâtiments en Europe et par rapport aux usages, on l'a dit. Voilà, donc on a effectivement un dossier en cours là-dessus avec l'AICVF. Et avec REVA, j'imagine, l'association européenne. Oui, bien sûr, puisque alors c'est le lien qu'ils ont effectivement et qui permet, voilà, là aussi on va pas réinventer les choses. On a des partenaires, des gens qui ont des compétences requises. Donc en fait, le rôle de l'association, c'est de regrouper l'ensemble de ces compétences et d'aller sourcer les informations qui permettent de faire progresser, de faire avancer les sujets au sein de notre pays. D'autant que je crois que nos voisins allemands ou belges sont beaucoup plus impliqués dans la question de la ventilation dans les bâtiments. Est-ce qu'il y a des bonnes idées à aller piquer chez nos voisins? Oui, alors c'est toujours instructif pour nous de voir l'évolution des systèmes de ventilation. Je sais qu'aux Pays-Bas, par exemple, ils sont énormément développés la ventilation double flux. Alors est-ce qu'il faut penser que double flux ou pas? C'est des sujets qu'on doit évoquer, analyser, voir encore une fois l'adaptation, les coûts économiques. Bien sûr. La faisabilité technique, il y a tous ces sujets-là croisés que l'on doit avoir. Donc il faut prendre le temps d'avoir un certain recul, d'observer, d'analyser, et avec des spécialistes qui sont déjà depuis de nombreuses années sur ces sujets. Donc ils ont les compétences, ils ont une certaine expertise. Donc on doit se nourrir aussi de ces expertises-là pour pouvoir avancer.
Hugues, je crois que vous aviez des questions pour Quali2NR, non? C'est ça, sur les qualifications? Tout à fait, sur la formation plus précisément. Stéphane nous dit il existe une formation certifiante avec le dispositif Praxibat Ventilation Performante, un dispositif mis en place par l'ADEME. Et dans la lignée, peut-être autour de la formation, une question pour Quali2NR de Laurent. Pourquoi Quali2NR Ventilation Plus ne concerne que la VMC double flux? Pourtant, ce sont plutôt des VMC simple flux hygro qui sont demandés dans les rénovations subventionnées. Alors, la qualification ventilation plus concerne toute la ventilation mécanique, que ce soit simple ou double flux. On va considérer juste la double flux pour les contrôles des installations. Donc, seules les ventilations double flux seront contrôlées sur les audits. Est-ce que ça a un rapport aussi peut-être avec les aides de l'État qui concernent pour l'instant que la ventilation double flux, j'imagine? Oui. Ok, très bien. Voilà, Laurent, vous avez votre réponse. D'autres questions, Hugues, peut-être? Oui, 2 questions un petit peu poil à gratter. Allez. Thomas, on aime ça. Thomas qui nous dit la ventilation n'étant pas un lot indépendant dans les chantiers tertiaires, peut-on dire que cela impacte les budgets alloués aux chantiers? Est-ce que Alors, Pascal, sur le tertiaire, je suis surpris de la remarque parce que j'ai tendance à dire c'est le justement contraire. c'est divisé. Parce que pour connaître un peu le sujet, justement, on aimerait que ça soit davantage comme dans le tertiaire, où là, souvent, quand vous construisez un hôpital, quand vous travaillez pour des immeubles de bureaux, on a souvent un lot bien spécifique. Sur le sujet, ce qui n'est pas justement toujours le cas dans l'habitat collectif neuf ou dans des grosses réhabilitations lourdes où c'est parfois un peu noyé parmi d'autres lots. Donc non, je pense que le tertiaire justement c'est plutôt le bon exemple. Alors il peut arriver parfois que sur certaines opérations tertiaires, en fonction de l'importance du lot, qui soit noyé parmi d'autres sujets, mais globalement, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le ressenti que nous avons nous à l'association. Oui, d'autant que les budgets dans le tertiaire sont quand même assez conséquents pour le lot ventilation. Hugues, avez-vous une dernière question? Si on revient sur le logement, donc une question d'Angélique qui décoiffe un peu. Hein. Rendre des logements non ventilés impropres à la location, est-ce que c'est une piste? Ah, voilà. Est-ce que c'est une piste à barre, ça? Effectivement, ça fait partie, clairement, la question est très pertinente parce que nous, ça fait partie des questions qu'on a évoquées lors justement dans le sujet des DPE déjà, parce qu'on souhaitait que dans les DPE nouvelles motures, est-ce qu'on rend impropre un bâtiment, enfin une maison que l'on peut vendre si le système de ventilation, c'est plus un sourcing de moisissure ou de non-qualité d'air dans le bâtiment. Donc c'est des questions qu'on a posées. Effectivement, on n'en a pas encore les réponses. Voilà, c'est ça. Il faut, on attend les réponses. Vous les aurez quand, vous savez? Mais le raisonnement, il est là, en tout cas. Oui, tout à fait, à juste titre. Oui, complètement. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à Hugues pour ces brillantes questions que vous avez pu noter. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment retrouver le replay de cette 3e édition de Ventilation Day d'ici quelques instants. Et puis, aussi le dossier dans le prochain numéro de Génie Climatique Magazine, numéro de décembre. Merci, bonne journée.